Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents. Avec Bleu N, on va vous faire une petite présentation, en fait, synthèse de notre séjour à la COP 26 à Glasgow. Donc la COP, vous savez, je pense que vous êtes ici peut-être assez régulièrement depuis le début de la COP, et donc elle n'est pas encore terminée, mais bon, on va faire quand même une petite synthèse de notre expérience. On est arrivé le 1er novembre, mais on a été sur place que le 2, et donc après une interminable attente dans la file pour accéder en fait au site, on a finalement pu rentrer dans l'enceinte de la COP, après 1h30 d'attente et... Si vous m'entendez bien. Oui, après 1h30 d'attente, sachant que les 2 premiers jours, c'était l'occasion du sommet des décideurs politiques au niveau mondial. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'accès était plus difficile dans les conditions de la Covid-19 également. Donc, nous voici en zone de transit, rentrons dans ce qu'on a appelé la Twilight Zone. Alors ça met aussi peut-être en perspective le décalage qu'il peut y avoir entre ces enceintes de négociations internationales et la réalité des changements climatiques et de son impact sur les océans. C'est aussi un lieu d'interface. Alors là, on ne voit peut-être pas à travers cette illustration entre la science et comment elle est relayée au niveau des instances de négociation, le milieu politique et ses communautés diverses, parce qu'il y a non seulement la communauté climat, mais on a aussi toutes les institutions spécialisées des Nations Unies qui sont représentées, ainsi que la société civile. Et pour la première fois depuis quelques années, l'océan qui s'est retrouvé en zone bleue. Donc je vois Adrien, ça me fait penser à la COP 22 à Marrakech, et dès 2015 à la COP 21, l'océan était relayé en tout cas dans cette zone particulière qui est la zone bleue. Donc pour vous présenter brièvement ce qu'on appelle le régime, alors en anglais c'est Climate Complex Regime, c'est en réalité une multitude de régimes juridiques distincts qui gravitent autour des conventions en matière de lutte contre les changements climatiques. La première convention, la convention 92, convention cadre, qui fixe un objectif général, une ambition générale de diminution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui ne mette pas en danger le système climatique. On y retrouve aussi en son sein le protocole de Kyoto, qui est un protocole d'application de la Convention cadre et qui fixe des objectifs chiffrés qui pèsent sur les États historiques émetteurs de gaz à effet de serre. Puis l'accord de Paris de 2015, qui lui vient fixer un objectif clair de diminution, de stabilisation de la température à 1,5 voire 2 degrés par rapport au référentiel scientifique fixé. Alors autour de ce régime complexe conventionnel gravite un certain nombre de thématiques, dont la thématique des océans. Et ça donne en fait l'image d'un maelstrom institutionnel, donc avec différents programmes, institutions en charge de négocier ces différents thèmes, et une structure, donc on appelle la structure des organes du traité à la Convention 4 sur les changements climatiques, qui fait peser un rôle très important sur la conférence des parties, qui est l'organe décisionnaire central, et qui est accompagné dans son travail par un secrétariat, et des organes subsidiaires, dont un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques et techniques, et qui a joué un rôle essentiel dans la prise en compte des enjeux relatifs à l'océan dans le cadre des négociations climat, notamment au travers de ce qu'on appelle le dialogue océan et climat, qui a pour vocation à renforcer les mesures en matière d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique sur l'océan. Donc là, je vous ai présenté de manière très caricaturale et vulgarisée la complexité en fait du système institutionnel relatif au climat.
Il faut savoir que donc il y a la conférence des parties à la Convention de Rio de 92 qui est rentrée en vigueur en 94 et dont la première conférence des parties a eu lieu en 95 à Berlin. Mais il y a également des conférences des parties au protocole de Kyoto et à l'accord de Paris notamment, qui réunissent un certain nombre d'États mais qui ne sont pas forcément le nombre d'États partis à la Convention cadre sur les changements climatiques, qui compte 196 États partis et une instance de l'Union européenne. Donc à la COP26, en réalité, il y avait il y a trois conférences des parties qui sont actuellement en cours. La conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Et un certain nombre aussi de programmes ou de volets qui sont discutés au sein des organes spécialisés à chacun de ces traités. Donc je passe très rapidement là-dessus, si vous avez des questions ensuite, on pourra en parler. La question de la participation aussi, c'est un point essentiel et ça a eu son importance tout au long des négociations climatiques, contrairement par exemple aux négociations qui sont faites en matière océanique, comme par exemple dans le cadre de l'accord sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales. La conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques est connue pour son ouverture à la société civile, avec plus de 2300 organisations non gouvernementales et scientifiques donc, qui ont le statut d'observateurs, et aussi un certain nombre de délégués. Alors la COP26, selon les informations que j'ai pu retirer, c'est celle qui a réuni le plus de participants. Alors ça peut paraître surprenant dans le contexte de la Covid-19 et vu les critiques qu'on y a faites, notamment au regard de l'accès des délégués des pays du Sud à la conférence. Mais il y a eu 30 000 participants en tout, dont à peu près 1500 délégués des États partis, et un certain nombre d'expositions, d'événements parallèles qui ont été organisés donc, dans la zone bleue, dans une zone qu'on appelle la zone des pavillons, où sont réunis en fait des pavillons, alors soit par État, il y a le pavillon France, il y a un pavillon du Panama, Thaïlande, etc., soit des pavillons d'organisation du système des Nations Unies, donc l'ONI, l'Organisation Maritime Internationale, il y avait un pavillon, d'autres institutions comme l'Organisation internationale mondiale de la santé également. Donc voilà ce que je peux vous en dire sur cet aspect. Sur la position de la France dans cette enceinte qui est la COP26, la France a une position diplomatique quelque peu discrète ou ambiguë. Alors discrète, là je parle plus précisément des rapports entre climat et océan, parce que la France est le second État côtier dans le monde, mais en ce qui concerne l'intégration des problématiques liées à l'océan dans le cadre des négociations climatiques, la France est restée relativement discrète, et aussi discrète sur le point de la congruence qu'elle entretient avec les engagements qu'elle a affichés, puisque la France a été condamnée à 2 reprises, vous le savez peut-être, par des juridictions administratives pour carence fautive de l'État à respecter les engagements fixés en matière climatique. La France, à la COP26, s'est engagée avec d'autres États, par exemple, à réduire de 30% ses émissions de méthane d'ici 2030. Mais par contre, elle a refusé de faire partie d'un groupe, un appel qui a été lancé par un petit groupe d'États à réduire en fait les subventions délétères qu'on peut faire à l'exploitation pétrolière que pourrait opérer la France à l'étranger, et un certain nombre d'États ont décidé en fait de limiter les subventions dans ce cadre. Là, c'est une photo donc, du pavillon du Tuvalu qui, de manière très intéressante, met en perspective ses propres, les enjeux qu'il doit relever dans le cadre des changements climatiques, avec la fonte des glaces, la disparition d'espèces emblématiques comme les ours blancs à des kilomètres de Tuvalu, pour montrer en fait
les interactions écologiques et sociales très profondes qui existent entre le climat et l'océan au niveau international. Très rapidement, Fanny, parce que je sais pas, j'ai parlé beaucoup. Pour vous dire aussi, donc l'océan, c'est un mot un peu valise qui révèle différentes réalités et différents enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques. Différentes réalités parce qu'on peut appréhender l'océan comme un système physique, biologique et chimique complexe et qui a un rôle essentiel en tant que régulateur du climat. Mais l'océan ou les océans, tels qu'ils sont mentionnés dans de nombreux événements parallèles lors de la COP26, renvoient aussi à certains écosystèmes vulnérables. Fanny va en parler certainement, les zones humides, mangroves, récifs coralliens. Et aussi à la question de la justice sociale et à la possibilité pour certaines populations vulnérables ou États vulnérables d'avoir les moyens, les capacités, les financements de s'adapter aux défis à venir. Et c'est seulement à partir de la COP 21, donc à Paris, que l'océan a pris une place très importante. J'ai oublié de mentionner également les émissions du transport maritime, qui sont un point essentiel, qui sont déjà discutés au sein de l'OMI depuis le protocole de Kyoto de 1997, en parallèle avec le processus qui a lieu dans le cadre de la Convention climat et de son protocole. Et donc, vous en avez peut-être parlé la semaine passée, à Madrid, la COP 25 a été décrite comme la COP bleue, mais laissant en réalité, dans les mesures contraignantes prises par les États, peu de place à l'océan en tant que tel, ou une prise en compte, on pourrait dire, marginale. Donc, je te laisse la parole, Fanny, pour parler plus précisément des enjeux concrets. Donc là, pour la COP26, en fait, il y avait 3 enjeux principaux liés à l'océan. La mobilisation des financements, en fait, pour protéger l'océan. La cible de 30% d'aires marines protégées d'ici 2030, sachant qu'on parle là d'aires marines protégées d'une protection forte, voire intégrale. Et puis aussi la 3e déclaration qui s'appelle Because the Ocean, qui est en fait une déclaration faite par une coalition d'initiatives qui en fait fait des recommandations, donc il y a une vingtaine de recommandations pour inclure l'océan dans les négociations climatiques. Et donc là, en bilan d'étape de la COP26, donc on n'est pas à la fin de la COP, mais déjà on peut dire certaines choses concernant l'océan. Déjà, nous, il nous a semblé qu'il y avait une grosse mobilisation de la société civile autour de ces questions-là, donc ce qui est un bon point. Mais aussi on a eu l'impression qu'il y avait aussi pas mal la presse en fait, qui était là sur place pour relayer toutes ces informations. Donc, pas que lié à l'océan, j'ai l'impression plus la presse que dans les COP précédentes, parce que l'UN aussi est allé à des COP avant, à Marrakech. Moi j'étais aussi allée en Pologne en fait, il y a 3 ans, et j'avais pas du tout ce souvenir-là. Concernant l'océan, il y a aussi la nature, donc les écosystèmes côtiers marins qui ont l'air d'avoir pris de l'importance en termes de solutions en fait, pour l'atténuation et pour l'adaptation au changement climatique. Et puis la déclaration Because the Ocean, la 3e, elle a été donc lancée. Donc, et c'est aussi la première où les acteurs non étatiques qui se mettent d'accord pour parler d'une seule voix, donc ce qui est aussi un point très positif. Alors justement, sur cette question d'intégration des enjeux océan, climat et biodiversité, il y a un rapport récent du conjoint, qui a été conjointement publié par l'IPBES et le GIEC, qui reconnaît en fait que les crises du climat et de la biodiversité sont liées. Donc en fait la nature elle est impactée effectivement par le changement climatique, mais elle a aussi un rôle à jouer notamment à la fois dans l'atténuation et dans l'adaptation. Et notamment les écosystèmes côtiers et marins, donc les mangroves et les herbiers par exemple, on les appelle aussi écosystèmes de carbone bleu parce qu'ils stockent en fait le carbone dans leurs racines, dans le sol, et donc ça participe à l'atténuation, mais ils permettent aussi, ils contribuent également à renforcer l'adaptation des populations au changement climatique, notamment en
performants, en fait, ils forment une barrière naturelle contre les vagues de tempête, contre l'érosion côtière. Ils sont aussi des habitats pour la biodiversité et aussi pour des ressources comme voilà, certaines espèces de poissons qui sont importantes pour les communautés locales et à plus large échelle. Et donc cette intégration des enjeux est de plus en plus reconnue à la fois dans les sphères scientifiques, mais aussi politiques. Merci. Donc pour rentrer un peu plus dans les aspects, on va dire, concrets de ce qui se fait en fait dans le cadre de l'accord de Paris. L'accord de Paris qui a été ratifié en 2016, il demande à ce que en fait, les États prennent des engagements sous forme de plans climat qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les NDC. Et en fait, l'idée de ces NDC, c'est que en fait, l'action, elle soit, l'ambition soit toujours de plus en plus élevée en fait, parce que ces plans climat, ils doivent être mis à jour tous les 5 ans. Donc les États, en fait, chaque État met en place son propre engagement, il le formule, il le soumet au secrétariat de la Convention, et ensuite tous les 5 ans, donc là, cette année, c'est la première fois que les NDC sont mis à jour. Et donc dans l'idée, à chaque fois d'avoir une ambition plus élevée, c'est une sorte d'obligation en fait. Donc la place de l'océan dans les NDC. Les premiers NDC donc, qui avaient été soumis donc, en 2015-2016 par tous les États en fait, qui sont membres de la Convention, contenaient finalement assez peu de l'océan, enfin des enjeux liés à l'océan. Ils étaient surtout mentionnés en fait, contextuellement, c'est-à-dire l'océan subit des impacts du changement climatique, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de mesures en fait, concrètes. Mesures concrètes. Et là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que dans les NDC qui ont été mises à jour, donc cette année et l'année dernière, parce que il y a eu un peu de rab lié en fait, au Covid, donc les États ont pu soumettre leur NDC un peu plus tard, c'est que les écosystèmes côtiers marins sont davantage inclus, et notamment en termes de mesures concrètes, donc liées à la conservation, la restauration, la gestion durable des écosystèmes, comme les mangroves, les coraux, les herbiers, les pêcheries aussi. Notamment, par exemple, le terme mangrove les mangroves sont mentionnés dans 31% des nouvelles NDC contre 18% des premières NDC, et écosystème marin 43% contre 29%. Mais en fait, toutes ces actions, toutes ces mesures qui sont affichées dans les NDC, elles ont vraiment de la valeur que si elles sont ensuite traduites dans les cadres nationaux en fait, des États, c'est-à-dire soit dans le droit national, soit dans des plans, des politiques que les pays développent. Et nous, on s'est intéressé avec Bleuhen à cette intégration, à cette déclinaison des actions mentionnées dans les NDC dans les contextes nationaux des États. Et on s'est intéressé donc à une région du monde en particulier, qui est le Pacifique, et les petits États insulaires en développement du Pacifique. Donc c'est une quinzaine de pays qui sont dans les rectangles bleus sur la carte, qui sont en fait des petits territoires, souvent c'est plein de petites îles assez éparses, dispersées, mais elles ont en fait une grande surface océanique. Donc en fait elles ont des caractéristiques communes, donc à la fois leur vulnérabilité, parce qu'elles ont été considérées comme, ces pays-là sont considérés comme extrêmement vulnérables aux effets du changement climatique. Effectivement, comme je le disais, l'importance de l'océan, à la fois physiquement, parce qu'ils ont des grandes zones économiques exclusives, mais aussi en termes économiques, en termes culturels. Et puis, c'est aussi des leaders en fait, de l'action climatique. C'est des pays qui poussent en fait, sur la scène internationale à ce que l'ambition climatique soit plus importante. En fait. Donc on les appelle aussi les Ocean Champions. Donc là c'est juste un petit aperçu en fait, juste des résultats un peu de ce travail qu'on mène avec Bleuhen, juste pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a dans les NDC de ces pays. Là en fait les barres bleues ça correspond aux NDC qui sont mises à jour et les barres grises aux premières NDC donc soumises en 2016 et on regarde en fait le pourcentage de NDC de ces États qui contiennent des actions basées sur l'océan.
Et en fait, on peut voir qu'effectivement, les NDC mises à jour contiennent davantage d'actions liées sur l'océan, ce qui en fait fait un peu écho à ce qu'on trouve en fait à l'échelle internationale. En fait, l'océan qui est de plus en plus reconnu et inclus dans les NDC. Mais aussi, ce qui est un peu peut-être frappant, c'est que dans les nouvelles NDC, il y a vraiment une grande composante conservation et restauration des écosystèmes côtiers et marins pour protéger les côtes par rapport aux premières NDC. Et toutes ces actions, en fait, elles ont besoin d'être financées. En fait, les petits États insulaires du Pacifique font état dans leur NDC d'un manque de ressources, à la fois financières, technologiques et de capacités pour vraiment mettre en place ces actions. Et donc là, à la COP 26, on a assisté à différentes sessions avec Bleu N, et puis on a là, donc, il y a quelques initiatives qu'on vous a mis qui montrent en fait qu'il y a peut-être des financements qui sont davantage alloués à l'océan. Mais bon, ça, on n'a pas fait une étude tout à fait, on ne peut pas trop non plus statuer là-dessus, mais en tout cas, voilà, quelques initiatives. Et notamment dans le Pacifique avec une initiative qui s'appelle Kiwa avec 41 millions d'euros mobilisés. Donc là voilà, c'est une petite photo avec le Premier ministre fidjien au centre et qui parlait justement de l'importance et des îles, représentante des îles Marshall à sa droite, de l'importance des financements pour l'océan. Je te laisse sur celle-ci. Pas de retour en parole. Non, ça marche. À ce stade, il est délicat de savoir quelles décisions, on va dire, contraignantes seront prises au regard de l'intégration soit des écosystèmes côtiers, soit plus généralement des problématiques associées aux activités en mer, développement des énergies renouvelables aussi, limitation des gaz à effet de serre du transport maritime, aussi prise en compte des effets du changement climatique dans les zones au-delà des juridictions nationales. Donc tout cela reste à préciser en action concrète. Les perspectives post-COP26 pour développer davantage ce qu'on appelle les interactions entre régimes, donc entre régime du climat, mais aussi gouvernance de l'océan et de la biodiversité. Dans ce cadre-là, il est essentiel, même si l'état de la science est clair sur l'impact du dérèglement climatique sur les océans et sur le fait que difficilement nous pourrons, en tant que communauté humaine, atteindre les objectifs qui ont été fixés à Paris. Il reste malgré tout plusieurs jalons, donc la décennie des sciences qui permettra, nous l'espérons, de renforcer les connaissances alors interdisciplinaires, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales, mettant en perspective la justice climatique avec les questions de protection et de préservation de l'environnement marin. Le One Ocean Summit, où on parlait précédemment de la position de la France en la matière, le président Macron a décidé de ce sommet sur les océans, sommet politique qui aura lieu à Brest début 2022. Et ce sera aussi à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur les océans. À l'occasion de cette conférence, ce sera aussi l'occasion de voir dans quelle mesure les ambitions prises par les États. Alors je crois qu'il y en a 24 à ce stade qui ont été prises et qui mettent en perspective ce qu'on appelle la congruence entre l'action climatique et l'action en matière d'océan. Alors à quel point ces ambitions seront traduites en effet par des effets concrets. Donc là sur la photo de droite, c'est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Tuvalu, si je ne m'abuse, qui hier a fait son discours en direct de son pays pour sensibiliser la communauté internationale aux effets concrets que pose l'élévation du niveau des mers, les événements extrêmes qui touchent les côtes et qui vont à
court et moyen terme poser des problèmes d'accès à l'eau, mais aussi d'habitabilité de certains archipels, voire de disparition de certains États, ce qui pose un certain nombre de questions en droit de la mer aussi, de disparition de leur territoire terrestre et de ce qu'on appelle donc les lignes de base mouvantes, puisque par l'effet de l'élévation du niveau des mers et l'érosion des côtes, alors à la fois combinée ou disconnectée, les espaces marins de ces États sont amenés à être instables, ce qui pose un problème en droit international, puisqu'une des garanties, c'est bien la stabilité des frontières des États. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire de plus. Fanny. On voulait remercier aussi l'équipe Oui pour tous les événements et toute cette dynamique de groupe pour sensibiliser aux questions relatives à l'océan et au climat et faire ce lien entre la science et les arènes politiques. Donc merci à toute l'équipe. Fanny, merci à Fanny. Merci à toi. Oui, c'était une expérience très intéressante et je remercie également Charline, Joël, toute l'équipe, et tout le monde, et vous tous. J'allais faire une blague, mais à la manifestation, si on allait à la marche sur le climat pour l'action, la justice climatique samedi, et je disais à Fanny qu'il fallait finir la présentation par le cri de ralliement, mais on le fera pas. Je veux pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, en fait, j'avais pas réalisé que les conventions s'empilent les unes sur les autres et que donc en fait la conférence des parties, c'est les parties du premier accord climat et en fait l'accord de Paris est en plus, mais concrètement comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire que ça multiplie les réunions, les négociations? C'est pas la même chose en fait de parler de l'accord de Paris et de parler de... Voilà, la COP, c'est... Dans quelle mesure, finalement, ça fait des espèces d'empilement de millefeuilles un peu contre-productifs? Mais est-ce que c'est quand même bien géré tout ça, quelque part? En général, c'est une machinerie très complexe, je dirais, donc il y a une certaine cohérence au regard de l'histoire des négociations climatiques. Mais effectivement, si on s'en tient au régime conventionnel, donc des traités sur le climat, on va avoir un nombre d'États parties qui peut varier quelque peu. L'exemple classique, c'est les États-Unis. Et en plus des changements de positionnement politique variables dans le cas des États-Unis, donc qui sont partis à la Convention mais qui n'ont jamais ratifié. Puis le protocole de Kyoto s'en sont retirés, si je ne m'abuse. Ils y sont partis, pardon. Mais par contre, l'accord de Paris, donc, ils s'en sont retirés pour y revenir sous la présidence Biden. Et en général, oui, il y a bien 3 cycles de négociations parallèles. Donc la COP, après c'est CMA pour l'accord de Paris, et CPM, si je ne m'abuse, le jargon, l'acronyme pour la conférence des parties au protocole de Kyoto. Et donc qui vise des communautés d'États différentes, puisque par exemple dans le cadre du protocole de Kyoto, c'est seulement les États de l'annexe 1 devenus annexe B sous le protocole de Kyoto, qui sont les États émetteurs, qui sont visés par les mesures chiffrées prises par cet accord-là. Donc selon les accords, on a des obligations juridiques différentes, des objectifs plus ou moins précis. Si on part de 92 jusqu'à l'accord de Paris qui fixe un objectif de température bien précis, et des parties, alors soit des signataires, soit des États ayant ratifié l'accord, qui peuvent quelque peu varier, mais généralement, vu que ces accords sont universels ou quasi universels, du moins parce que la Convention 4 de 92 réunit la communauté internationale dans son ensemble. C'est une machinerie assez complexe, même très complexe, je dirais. Moi, j'en perçois qu'une petite partie.
avec aussi des mécanismes, des programmes selon les différents acclos. Il y a aussi des réunions de groupe. Alors, on a parlé des petits pays insulaires en développement. Donc, il y a des coalitions d'États qui se réunissent. Il y a le groupe des États africains, le groupe des pays insulaires, le groupe des États membres de l'Union européenne. Donc, ils peuvent aussi avoir des négociations pour obtenir des positions communes. La Chine aussi, qui négocie souvent avec le groupe des 77, malgré sa position, on va dire, de seconde puissance économique mondiale. Elle est toujours parfois négociée avec le groupe des pays en développement. Et donc ça, ils ont aussi des petites réunions. Il y a aussi les discussions de couloir qui, selon pas mal de diplomates, font souvent plus avancer les négociations, et tout ce qui est échanges bilatéraux entre États, ou alors à échelle régionale ou par groupe d'intérêt. Par exemple, là, la COP était organisée par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a fait aussi valoir sa position au sein du Commonwealth en créant des alliances en fait, avec des États membres de ce groupe. C'est variable et les degrés d'accès sont variables. Alors pour la science, par exemple la communauté scientifique, parce que là on est observateur avec l'Université de Brest, il est possible d'accéder à certaines réunions, par exemple de l'organe subsidiaire scientifique et technique, ou d'y participer. Généralement, il y a un temps de parole qui est octroyé de 3 minutes par délégué sur des positions particulières. Et c'est fait de manière très hiérarchisée. Donc d'abord, les délégués des États peuvent intervenir. Et ensuite, dans certains cas de figure, des observateurs. Ça peut être aussi le groupe des États, des communautés indigènes. Il y a aussi des groupes on va qualifier de groupes de pression, et qui ont quand même une réalité en tant qu'observateurs. Et le Saint-Siège aussi. Donc voilà. Tout ce que je pouvais. Oui. Bleuette, tu disais que depuis 2015, l'océan est de plus en plus pris en compte dans les COP, et donc de fait, vous présentez des éléments qui pourraient étayer ça. Mais bon, devant moi, j'ai par exemple un article du Monde dont le titre c'est L'océan grand oublié de la COP 26. Alors je me demande en fait, s'il n'y a pas, d'où vient le décalage finalement entre la presse nationale qui relate l'oubli de l'océan dans la COP, et puis finalement l'impression que nous on a en participant aux événements que c'est de plus en plus pris en compte. Est-ce qu'il y a une explication C'est une prise en compte, on peut s'en réjouir si on est, on va dire, optimiste en disant que comparé à quelques années, et au regard du rôle essentiel du système océanique en tant que régulateur du climat, mais aussi en tant que milieu largement impacté par les changements climatiques, l'océan est davantage pris en compte. Et si on s'en tient aux normes juridiques et plus particulièrement à des objectifs qui seraient contraignants, il y a certaines mesures qui ont été prises par l'OMI, par exemple, qui sont des mesures contraignantes qui pèsent sur le secteur du transport maritime. Il y a des mesures qui sont prises au niveau national par certains États, mais est-ce que dans l'ensemble, ça suffira pour préserver les écosystèmes marins qui sont impactés? Je pense que c'est en fait le décalage entre les ambitions et la mise en œuvre contraignante il y a un des éléments de réponse selon moi. Et après aussi, il y a cet effet, alors peut-être loupe de la communauté océanique qui est très active et qui fait aussi beaucoup de... Alors, le lobbying, c'est peut-être pas très positif comme terme, mais qui a fait jeu de beaucoup d'influence pour que cette question soit prise en compte. Alors que certains États disaient il y a déjà une gouvernance de l'océan, c'est à la périphérie des questions relatives au climat, et ça ouvre, ça crée le risque que le régime climatique, le régime complexe dont je vous parlais, soit un peu un forum fourre-tout qui aborde des questions multiples qui vont des droits de l'homme en passant par l'énergie, la gestion des risques.
et que finalement ça devienne difficile à mettre en œuvre. Pour ça, c'est ma réponse. Encore vous parler trop longtemps. Ouais, si je peux rebondir, cette communauté océan dont j'imagine avec qui vous avez interagi, quel est son ressenti? Est-ce que eux ressentent comme vous que l'océan est de plus en plus pris en compte? Ou est-ce que c'est eux qui communiquent auprès du monde en disant dites dans la presse que l'océan est oublié en fait? Quelle est finalement la position de la plateforme Océan Climat est-ce que... C'est une question que je me suis posée aussi parce que je pense qu'il y a un article que j'ai vu dans Le Point qui a dû être fait, alors peut-être pas préparé par des personnes qui sont membres de la plateforme Océan Climat, mais des personnes qui sont très actives pour faire monter la question de l'océan et des enjeux associés dans le cadre des négociations climatiques. Donc c'est un peu double, je pense que la communauté océan elle est multiple, hein. Il y a la communauté scientifique, ceux qui ont abondé au rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère, il y a aussi toutes les ONG, tous les bureaucrates qui travaillent pour leur pays, qui sont aux prises aux effets du changement climatique sur l'océan, donc c'est des communautés multiples, des bureaucrates internationaux qui travaillent en lien avec la Convention sur la diversité biologique, ou encore la division des affaires, je traduis mal de l'anglais, pardon, des affaires maritimes et du droit de la mer. Et je pense que c'est un peu double, la communauté a voulu pousser la question, et en même temps la question des océans, c'est un état de fait, je ne sais pas comment y répondre. Après aussi dans cette COP-là, les océans, ils occupaient que... Enfin, il n'y avait pas de journée dédiée à l'océan, il y avait une demi-journée dédiée à l'océan. Et c'était intégré à d'autres thèmes, c'était les eaux, l'eau de manière générale. Donc en fait on peut voir ça un peu comme une régression parce que dans les COP précédentes, l'océan avait une journée dédiée. Mais en même temps, il y avait aussi beaucoup de... Enfin, c'est peut-être aussi biaisé parce que nous, c'est ce qu'on a regardé, c'est ce qui nous intéressait en particulier dans la COP, mais il y avait beaucoup de sessions, d'événements dans les pavillons notamment qui portaient sur les questions de l'océan, mais intégrés à d'autres enjeux, notamment les enjeux de biodiversité, etc. Après, il faut voir aussi je ne sais pas ce que dit l'article, mais c'est peut-être aussi un moyen aussi de dire c'est pas suffisant. Donc, faire un article, ça permet de soulever ces questions, même si on est partagé, de se dire à la fois il y a du bien et en même temps ça pourrait être encore mieux. Et ce qui me revient là pour avoir étudié un peu plus en profondeur ce qu'on appelle le dialogue océan et climat, qui a eu lieu et qui devrait peut-être devenir un dialogue pérenne sous l'égide de l'organisme subsidiaire scientifique et technique, c'est pas forcément la nécessité de traiter des questions relatives à l'océan dans le cadre du régime international du climat, mais c'est pour les États et les acteurs non étatiques d'être capables d'identifier en fait quels sont les moyens de financement, les moyens juridiques à leur disposition pour qu'il y ait une mise en œuvre cohérente en fait de la gouvernance de l'océan, de la biodiversité et du climat à échelle internationale. Ça c'est ce que je pense à ce stade. On en saura plus en fait dans quelques jours quand il y aura vraiment, ce sera vraiment la fin en fait de la COP avec les dernières décisions. Parce que en fait pour l'instant c'est des déclarations etc. mais c'est pas encore vraiment officiel quelle sera la déclaration commune au niveau international. Ça sera à plusieurs niveaux. Donc là par exemple l'organe subsidiaire décidera peut-être qu'il y aura un dialogue permanent sur les océans et le climat, donc ce qui fera avancer, on va dire, ce qu'on appelle les interactions cognitives, comment les communautés océans et climat échangent à propos des données scientifiques, des connaissances et des façons de s'adapter
selon les régions du monde, ça a des problématiques en Arctique ou dans les pays qui ne sont pas les mêmes. Donc ça sera important. Et après, l'acte final, je ne pense pas qu'en soi, il portera de la conférence qui porte sur les océans. Il y aura peut-être la question de comment prendre en compte les émissions des transports internationaux dans le cadre du bilan mondial, etc. Donc ça va être par petites touches, en fait, que la question pourrait être prise en compte. Et ce qui rend les choses complexes, parce que c'est un cadre qui est en soi déjà très complexe. Donc voilà. Moi, c'était un peu pour aller juste un peu plus loin là-dessus. Est-ce que vous avez analysé ou vous allez analyser les textes de négociation qui vont sortir pour regarder si spécifiquement il y a des points sur le rôle de l'océan pour l'atténuation, pour l'adaptation? Par exemple, sur l'article 6, sur les marchés, sur les non-marchands, est-ce que vous allez regarder s'il y aura du carbone bleu ou des choses comme ça? Oui, on va regarder après. Je ne sais pas dans quelle mesure on va intégrer ça à notre travail commun de recherche, mais c'est des questions qui... Oui, on va regarder. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Vous n'avez pas accès au texte? Pour l'instant, je ne sais pas. Tu as des infos. Du coup, vous dites que les pays ou les États insulaires en coalition, ils poussent à agir beaucoup plus qu'avant. Mais est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment du pouvoir? Dans quelle mesure ils peuvent changer les choses? Parce qu'à la fois, les gens au pouvoir, c'est quand même. C'est pas eux qui ont le pouvoir de peut-être mettre des contraintes ou changer des choses, mais dans quelle mesure ils ont vraiment du pouvoir pour changer les choses, ces petits pays insulaires? Est-ce que je peux rebondir parce que ma question était liée, ça permettrait juste de lier les deux. En fait, la question que je me posais justement par rapport aux petits États insulaires, c'est que finalement, ils sont présentés comme donnant des éléments pour lesquels ils voudraient développer de la conservation, de l'adaptation, mais pour lesquels ils ont besoin de financement et espérant que l'aide internationale leur apporte. Mais quand même, en termes de droit international, on est en situation où ces États sont victimes d'actions d'autres États, et peut-être en partie des leurs aussi, mais en tout cas largement de la communauté internationale d'une manière plus générale, et pour lequel on a maintenant un certain nombre de preuves que les États développés n'ont pas respecté leurs obligations en la matière, et donc est-ce qu'ils n'ont pas en tête quand même d'actionner des mécanismes de responsabilité internationale au vu des dommages qu'ils sont en train de subir? Merci, je suis désolée de... Ah non, c'est très bien, ça joint. Oui, en effet, la question de la responsabilité en fait, des États, c'est un levier, je pense, en fait, pour ces États-là, les États en développement qui subissent en fait, les effets de dire, en fait, c'est pas nous qui sommes les premiers responsables, mais c'est nous qui sommes les premières victimes. Et en fait, il y a effectivement un aspect qui est débattu lors des COP, c'est ce qui s'appelle les pertes et préjudices, qui est qu'en fait, il faut en fait, arriver à compenser cette injustice qu'en fait, les pays en développement demandent à ce que cet aspect soit débattu dans les COP. En gros, je ne sais pas encore sur quoi ça va déboucher, mais que ça peut être des compensations d'ordre financier, mais pas que en fait. Ça, c'est un aspect hyper important qu'il faut falloir qu'effectivement je creuse, mais c'est débattu en fait, cet aspect perte et préjudice. Et est-ce que l'idée de sortir justement du cadre simple de la COP pour passer à une saisine de la Cour internationale de justice est envisagée? Il y a aussi la question de la reconnaissance du crime d'écocide, une modification du statut de la Cour internationale de justice. C'est un projet en cours. Je ne sais pas si ce sera transformé, puisque la procédure est assez contraignante. Je crois qu'il faut qu'un État demande à la modification du statut pour reconnaître ce crime d'écocide, puis qu'ensuite, je crois que c'est 2/3 des parties actent cet amendement des statuts de la Cour, pour ensuite que ça rentre en Mais on peut se demander si en l'état, il y a simplement le fait que... La carence fautive, après, au niveau national,
Et il y a différents biais d'action, et c'est vrai que la justice climatique est perçue comme un moyen de mettre les États face à leurs responsabilités. Alors parfois seulement du point de vue politique, quand la décision, il y a eu certains cas où le juge n'a pas statué nécessairement en fonction de ceux qui demandaient à ce que soit reconnue la carence fautive de certains États. Bon, dans le cas de la France, c'est le cas. Donc il y a à la fois le levier, on va dire, médiatique, politique et juridique d'action. Et pour en revenir au groupe d'États, ils ont le même pouvoir, elles n'ont pas le même pouvoir politique, mais ils ont un pouvoir en termes de décision en tant qu'État partie qui est identique aux autres, en tout cas lors des décisions des COP, un pays, un État a un droit de vote. Donc par ce biais-là, ils peuvent aussi, dans une certaine mesure, pas au regard du pouvoir économique ou politique, mais agir. Oui. Non, c'est toi. Non, en fait, c'était pour apporter des compléments aussi, parce que donc, la question de la perte et dommage, c'est une question qui est récurrente dans les COP depuis plusieurs années. Et cette année, il y a eu une annonce de la première ministre écossaise qui va abonder un financement pour cette perte et dommage, et pas juste pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Donc ça, c'est une première. Donc il y aura peut-être des répercussions intéressantes. Et sur le rôle de AOSIS, qui est la formation politique des petits États insulaires, ils ont quand même un rôle hyper important. C'est notamment grâce à eux qu'il y a cette notion de 1,5 degré et pas juste de 2 degrés dans la décision. Comment ça s'appelle AOSIS, c'est Alliance of Small Island Development. C'est jargon. Mais ils sont souvent aussi en coalition avec l'Union européenne pour porter des positions les plus fortes possibles. Ils s'appuient quand même sur... souvent ils s'appuient sur d'autres collectifs. Il y a aussi le Forum des pays vulnérables qui a un peu de poids politique. Parce que c'est eux qui sont les plus affectés. C'est ça, mais après c'est comment par rapport aux autres puissances en fait. Mais du coup, j'ai eu la réponse avec vos discussions. Et c'est vrai que ah ouais, peut-être. et c'est intéressant quand même cette idée d'internaliser finalement au sein des COP la question de la gestion des dommages, sachant que c'est aussi une manière de l'atténuer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une décision de justice qui dit tel pays est responsable et doit compenser les dommages qui sont faits aux petites îles, sachant que le dommage, c'est quand même pas rien, c'est le risque de disparaître littéralement parce qu'un État qui n'a pas de territoire n'existe pas. Donc un dommage comme ça, on n'en connaît pas d'autres exemples dans le droit international, pas à ce niveau-là. Donc c'est vrai que cette internalisation, quelque part, a un travers. C'est le fait que les petits États restent en situation de dire s'il vous plaît, aidez-nous. On est dans une situation différente d'une reconnaissance officielle d'un dommage et d'une obligation de paiement pour les États responsables, en fait. Je pense, en tout cas. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez perçu les choses, mais... Et après, j'imagine que c'est un peu ambigu pour les petits États parce qu'à la fois, ils peuvent bénéficier des financements qu'on leur donne actuellement et peut-être qu'il y aura moins de volonté de leur attribuer des financements d'office s'ils passent par la voie judiciaire. En fait. Et dans les nouveaux NDC, ils commencent à parler de relocalisation. Il y avait en tout cas, en fait, on a regardé donc les 15 plus 9 NDC des P6 et oui, il en parle. Quelques-uns. Mais des activités ou des hommes aussi? Non, des hommes aussi. Ah ouais. Je crois qu'il y a deux. On doit y avoir deux dans les 9 nouvelles des NDC des P6. Tu as deux qui mentionnent la relocalisation des personnes. Et à peu près 2-3 qui mentionnent aussi les relocalisations par contre des activités. Et les changements, modifications plutôt des activités. Mais oui, des personnes, ouais. Noirou notamment. Du coup, pardon, je rebondis sur la question, c'est d'une relocalisation à l'intérieur de l'État ou dans d'autres États? Là, en l'occurrence, c'est dans l'État. Dans l'État. Et c'est dans des parties en fait un peu surélevées, mais elles ne sont pas non plus très hautes. En l'occurrence, à Nauru, le point culminant, c'est... Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est quand même pas très haut.
Mais c'est aussi dans des infrastructures, en fait c'est aussi une question d'infrastructure, plus résistante.